C'est la rentrée depuis quelques jours. Nous recevons aujourd'hui Martine Berthet, sénatrice de la Savoie. Bonjour. Bonjour Laurent. Madame la sénatrice, c'est l'occasion de parler de différents sujets. Et un sujet qui nous touche tous directement, c'est l'arrivée de Michel Barnier, que vous connaissez bien, en tant que Premier ministre. Oui, tout à fait. J'en suis vraiment très heureuse pour lui, pour la Savoie, pour notre pays. C'est effectivement une très bonne nouvelle. Nous attendions depuis longtemps la nomination du Premier ministre et je pense que voilà, c'est très bien que la décision du président de la République soit celle-ci. C'est une personne qui est la personne idéale dans la situation actuelle de notre pays, il me semble. L'ensemble du parti s'est réuni ces derniers jours en Savoie. Qu'est-ce qui s'est dit? Vous avez quelques petits échos à nous donner? Oui, donc effectivement, nous étions en séminaire. Alors, les sénateurs à Annecy et les députés à Aix-les-Bains. Michel Barnier est venu nous rejoindre après les visites qu'il a pu faire à l'INES et dans une maison France Service. Il a reçu un soutien inconditionnel de l'ensemble des parlementaires LR. Bien sûr, Gérard Larcher, Bruno Retailleau pour le Sénat et Laurent Wauquiez pour l'Assemblée nationale étaient présents et tous lui ont affirmé le soutien. Nous serons derrière lui parce que nous savons que la tâche va être très dure, hein. Même si je pense qu'effectivement, avec l'expérience qu'il a, avec les connaissances qu'il a par rapport à tous les mandats qu'il a pu exercer, je pense que c'est la personne idéale qui est, il me semble, qui rassure les Français. C'est déjà un premier bon point. Il rassure, il prend son temps, il est posé et nous avons besoin de quelqu'un comme ça après l'agitation politique que l'on a connue depuis la dissolution. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Vous êtes vice-présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises et membre de la commission aux affaires économiques. C'est l'occasion de parler sur le plan économique, comment ça se passe pour notre région et pour notre département. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? Alors, pour notre département et notre région, oui, parce que nous avons beaucoup de dynamisme et heureusement, ce matin, nous étions encore avec le président Guémard, donc à Saint-Jean-de-Maurienne, auprès des laboratoires de recherche Rio Tinto et ensuite aux 180 ans d'Alpina. Nous avons la chance d'avoir de belles entreprises industriel, agroalimentaire, un tourisme aussi qui fonctionne bien. Mais malgré tout, il faut rester très vigilant. Par contre, au niveau national, si on regarde un peu plus de façon macroéconomique, au niveau national, soyons vigilants aussi. Ne négligeons pas le nombre important d'entreprises en dépôt de bilan. Je pense que c'est quelque chose que l'on ne dit pas suffisamment, mais il y en a énormément actuellement. Et nos entreprises ont vraiment besoin d'un soutien fort. On dit qu'il y a beaucoup de dépôts de bilan quand même, hein. Le PGE oui. Est encore là pour beaucoup d'entre elles. Bien sûr. Alors certes, la période Covid a entraîné énormément de création de micro-entreprises, etc. pour pouvoir, il faut pas se le cacher, bénéficier des aides. Mais le nombre de dépôts de bilan est bien supérieur à ces créations qu'il y a eu et à ce qu'il devrait être, même en ajoutant tous les paramètres qui sont venus influencer ce nombre d'entreprises. On en vient aux enjeux budgétaires du pays. On sait qu'on est très endetté, on se demande comment on va s'en sortir. Est-ce que vous voyez des leviers pour demain? Alors, ça va être là tout le travail qui attend notre Premier ministre et son gouvernement. Il est vrai que l'Europe nous demande de présenter un budget en récession. C'est évident, puisque l'on a une dette qui a flambé énormément. Je pense là qu'il y a eu une faute grave du gouvernement précédent, qui a caché des choses, et d'ailleurs des commissions d'enquête, des intrusions, des déplacements à Bercy, à la fois de notre rapporteur général du budget pour le Sénat, puis de l'Assemblée nationale, ont permis effectivement de mettre en évidence un déficit budgétaire bien supérieur que celui annoncé par le gouvernement précédent, et les chiffres le donnent. Dès cette année 2024,
on a un déficit budgétaire qui va être de 5,6% et ensuite 25, 26, au-delà de 6%. C'est énorme. Et surtout, cela veut dire que l'on a un poids de la dette qui nous coûte énormément. Et c'est là que la faute est importante, parce que avec cet argent que l'on donne pour payer les intérêts de la dette, pour faire face à nos intérêts de la dette, on pourrait mettre en œuvre maintenant tout ce dont notre pays a besoin pour avancer. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense à la décarbonation et donc aller plus loin sur les transports décarbonés, enfin sur beaucoup de Il faut s'adapter à toutes ces nouvelles informations qui arrivent, l'intelligence artificielle, tout le monde s'y met petit à petit, puis on se découvre aussi. Exactement, et l'on voit en plus que l'intelligence artificielle est en train de monter de façon exponentielle depuis le début de l'année. Ça fait 3 ou 4 ans que l'on en parle, mais on voit bien que depuis ce début d'année, voilà, ça monte en puissance à tous les niveaux, au niveau économique et aussi au niveau des administrations, etc. Parlons des communes maintenant. Les contraintes s'imposent avec le ZAN qui va être là en 2050 et c'est vite une date qui approche très rapidement. Et oui, et donc effectivement, ça c'est un point qui va. Alors, nous le savons tous qu'il faut arrêter d'artificialiser et qu'il faut au contraire aller dans le sens de conserver nos espaces verts. Ça, je pense que personne ne remet cela en question. Mais ce dispositif ZAN apporte énormément de contraintes, n'est pas forcément positif parce que nous savons qu'il faut construire beaucoup de logements. Or, quand vous avez des surfaces qui vous sont imposées, énormément limitées à utiliser, vous faites quoi? Est-ce que vous favorisez l'économie? Est-ce que vous favorisez le logement? On a cette contradiction entre des communes qui doivent payer des amendes, entre guillemets, parce qu'elles n'ont pas construit suffisamment de logements sociaux, mais qui, dans le même temps, se voient imposer le ZAN et qui donc sont limitées dans les terrains constructibles. Donc vraiment là, il y a quelque chose à revoir et nous étions tous hier d'accord, députés et sénateurs LR, pour dire qu'il allait vraiment falloir revenir sur ce dispositif. Parlons de MI territoire d'industrie. Vous êtes co-rapporteur. Le lien du prix de l'électricité, ça, tous les foyers sont directement touchés par cela. L'industrie aussi électro et l'hyper-électro intensive. Beaucoup de vigilance sur ce sujet. Oui, alors ce sera aussi parmi les travaux qui vont attendre le prochain gouvernement. Je le disais, donc il y a le logement dans les gros sujets, il y a l'agriculture, il y a bien sûr la dette et les économies budgétaires qu'il faudra faire, mais il y a aussi ce sujet d'énergie, du coût de l'électricité. Donc j'ai participé à une commission d'enquête sur le prix de l'énergie. Nous avons fait des propositions, enfin le prix et les modes de production. Nous avons fait pas mal de propositions. Alors, il y a les ménages d'un côté qui sont impactés, mais il y a aussi les entreprises et nos industriels. Nous avons en Savoie particulièrement plusieurs industriels hyper électro-intensifs, c'est-à-dire que pour ces industriels, l'énergie est vraiment la matière première de base. D'ailleurs, ces industries s'étaient construites là, au pied de l'hydroélectricité pour avoir cette énergie très peu chère et verte en plus, enfin blanche, décarbonée complètement en tout cas. Et donc pour ces industriels hyper électro-intensifs, électrosensibles, il est important qu'ils puissent, puisque nous avons la fin de l'Arenh très prochainement, fin 2025, au 1er janvier 2026, il faudra avoir négocié pour eux de nouveaux contrats avec EDF qui leur permettront d'être compétitifs par rapport aux États-Unis, à la Chine, par rapport à tous leurs pays. Un vrai sujet diplomatique et surtout économique, très important. Oui. Le sujet de la santé, vous y tenez, c'est un sujet qui vous porte depuis votre profession de pharmacienne. Alors il y a l'antenne pharmacie, il y a le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne, des sujets qui méritent qu'on s'y attarde aussi. Oui, donc effectivement, si je suis depuis 4 ans maintenant dans la commission des affaires économiques, mon métier de pharmacien fait que je m'intéresse toujours et beaucoup aux sujets de santé et que je suis sollicitée sur ces sujets de santé, bien sûr. Alors, on a un problème de désertification
médicale, c'est une chose. Des mesures sont en train d'être mises en œuvre. Bon, puis de recrutement aussi. Hein, on trouve voilà, de moins en moins de médecins. Entre autres. On a un problème aussi au niveau des pharmacies. C'est-à-dire que beaucoup de pharmaciens prennent leur retraite, là, actuellement, et ne trouvent pas de repreneurs parce qu'il y a un problème démographique, il n'y a plus suffisamment de jeunes diplômés. On a l'impression aussi que c'est un métier qui n'est plus convoité comme avant. Je me trompe ? Non, ça n'est pas. Le problème vient plutôt de l'orientation maintenant avec ces nouveaux dispositifs d'orientation et le métier de pharmacien, donc une première année d'études de médecine qui englobe tout le monde, alors qu'avant la pharmacie était à part par rapport à la médecine. Enfin, donc maintenant tout est en une seule année commune. Et ensuite, au niveau de la deuxième année, il y a une très mauvaise information qui est donnée pour l'orientation vers les études de pharmacie. Il y a vraiment un problème technique, là, on va dire, important et dommageable, ce qui fait que ces pharmaciens en milieu rural et en milieu de montagne, pour nous, c'est plutôt ce sujet de montagne, ne trouvent pas de repreneurs et ferment leur pharmacie, tout simplement. Donc, mon idée, et il y a une expérimentation qui a été mise en place, notre région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions qui expérimentent, mais avec un nombre très limité de pharmacies, d'antennes de pharmacie. Donc, mon idée est de développer ce système d'antennes de pharmacie où une pharmacie en vallée peut avoir une pharmacie, une antenne en station, en montagne, pas forcément en station, mais en montagne en tout cas, pour que la population ait ce service tout de suite à proximité et n'ait pas à chaque fois faire des kilomètres pour aller chercher ses prescriptions. Martine Berthet, pour terminer, un mot sur les Jeux Olympiques 2024 qui sont passés d'une manière formidable sur Paris. J'imagine que vous avez déjà une pensée pour 2030. Ah ben bien sûr, voilà, 2030. Je pense que 2024, effectivement, bon, tout le monde appréhendait un petit peu de savoir comment les choses allaient se passer au niveau des transports, au niveau de la sécurité. L'organisation a été vraiment exceptionnelle. Je pense que ça a donné un focus sur Paris et sur notre pays extraordinaire. Bon, des bénévoles, comme on a pu les connaître ici en 92, avec ce qu'il en reste de cet héritage au niveau des bénévoles et de cette culture du bénévolat. Ça, c'est vraiment important. Ça a été aussi une façon d'oublier que tous les Français soient dans la joie, dans cet intérêt pour le sport. Ça a été très bien. Positive attitude. Ça a été, oui, positive attitude. Ça a redonné le moral à tout le monde. Et voilà, c'est un bon point pour 2030 où nous, ici, quand même, l'avantage que nous avons, c'est ces équipements qui sont déjà là, déjà présents, et un coût des Jeux Olympiques qui sera bien moindre que ce que ça a pu l'être pour Paris. Merci Martine Berthet pour ce message de rentrée. Bonne continuation et à très bientôt sur Savoie News. Merci beaucoup.